Tout de suite, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, ancien député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour monsieur Bonjour Dupont-Aignan. monsieur. Eh bien écoutez, nous allons directement, attaquer avec la première question. Vous venez d'annoncer votre candidature pour la présidentielle de 2027. Je crois que c'est votre quatrième tentative. Qu'est-ce qui vous motive à vous relancer dans cette course après la perte de votre mandat de député en 2024? Oh, ce qui me motive, c'est très simple. C'est l'indépendance de la France Mmh. et la démocratie. Les atteintes quotidiennes à notre démocratie. Et je crois que, en fait, comme le disait le général de Gaulle, Mmh. l'indépendance d'une nation, sa souveraineté sont indissociables de son fonctionnement démocratique. Et en fait, je m'aperçois tout simplement que la France n'est de moins en moins une démocratie et de plus en plus une colonie. Et une colonie de l'Union européenne. Et je vois que la classe politique, moi je n'avais pas l'intention de me représenter pour être très franc, mais la classe politique française est résignée à accepter, en fait, à l'exception de certains mouvements souverainistes, Ouais, que je salue, euh, à accepter, je dirais les grands partis, si on peut dire les grands partis, ont accepté, se sont résignés et ont cédé à l'esprit ambiant où plus personne ne remet en cause l'Union européenne telle qu'elle est, où ils veulent juste la toiletter. d'accord. Et il y a eu un grand changement du Rassemblement national qui, petit à petit, a dérivé et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une remise en cause totale de cette Union européenne qui nous empêche de renaître. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis à une logique oligarchique, bureaucratique, qui de surcroît nous mène vers la guerre et qui, en plus, nous s'attaque à nos libertés individuelles. Et donc, on pouvait être contre l'Union européenne pour la France, pour la souveraineté française à une Mmh. époque, mais maintenant, on a le devoir de s'échapper de cette structure Ouais, parce qu'elle s'attaque à nos libertés individuelles. Et on va sans doute en parler, bien sûr. la liberté de communication, la liberté d'expression. Et c'est un vrai suicide européen, civilisationnel. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un candidat, en tout cas que les souverainistes, moi je préfère d'ailleurs le terme indépendantiste. Les Corses ont le droit Indépendantiste. d'être indépendantistes, mais pas les Français. Tous les pays du monde ont le droit d'être indépendantistes, sauf les Français. Eh bien, je veux être, très modestement, le candidat indépendantiste de 2027, parce que je pense que de plus en plus de Français ont compris euh, qu'il fallait réagir, et qu'au moment où ils ont compris qu'il fallait réagir, l'ensemble des forces politiques, entre guillemets, plus importantes, apparemment, Apparemment. ont abandonné dans leur tête. Et donc, s'il y en a un qui n'abandonnera pas, c'est moi. Très bien. Vous vous présentez comme le candidat de la souveraineté, de la liberté et de la paix. Comment définissez-vous ces valeurs dans le contexte actuel marqué par des crises internationales, et une montée du sentiment anti-élite? Ah, vaste question. D'abord, pourquoi je parle sans cesse la souveraineté? Tout le monde connaît mon parcours au sens que mes combats, j'ai voté contre tous les traités, j'ai fait campagne pour le non-référendum de 2005, j'ai claqué la porte au moment où Nicolas Sarkozy allait gagner de l'UMP parce que je savais, il m'avait dit qu'il allait violer la souveraineté française en acceptant de faire voter le traité de Lisbonne, c'est-à-dire la copie conforme de la Constitution européenne par le Parlement et pas par le Tout peuple. à fait. Donc je pense avoir été clair sur la souveraineté, l'avoir prouvé dans mes actes. Mais ce qui est nouveau, et c'est peut-être cela qui me motive, notamment depuis la crise Covid, parce que des souverainistes, il y en a d'autres. Je n'ai pas le monopole Ouais, de la souveraineté, hein, très franchement. Mais ce qui me motive à continuer le combat politique, malgré les années qui passent, c'est que je trouve que nous sommes dans un changement civilisationnel où Orwell est là, mmh et il y a vraiment une attaque acceptée, c'est ça le drame, par le peuple français, de nos libertés individuelles. C'est-à-dire que le logiciel français du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi de la liberté individuelle, individuel. héritée des Lumières, est complètement battu en brèche. Et qu'il y a un système, une sorte d'hydredon, si je devais prendre une image, parce que c'est progressif. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un en uniforme qui vous arrête à la sortie du métro Auteuil, pour parler du quartier dans lequel se trouve cette radio. Mmh. Euh, c'est progressif. C'est qu'on habitue les Français
à devenir esclaves. Oh, j'éteins mon portable qui s'est allumé par inadvertance. On leur habitue à devenir esclaves, à finalement ne pas réagir. Et ça a commencé au moment de la crise Covid. Vous savez que j'étais un des rares avec Florian Philippot, qui a été très courageux comme moi. C'est gênant de dire ça de soi-même, mais qui a été très courageux, Martine Vonner et quelques parlementaires. Nous n'avons été une poignée à résister à cette oppression d'État au nom de notre bien, au nom de la santé, et qui a été, je pense, un test du système oligarchique pour voir si en fait les Français étaient prêts à obéir. Donc et malheureusement, les Français ont obéi. Alors, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Je ne juge pas mes concitoyens, mais je constate que tout le monde a courbé la tête. Et ça m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et j'ai été battu là-dessus d'ailleurs dans ma législative il y a 1 an, vous l'avez souligné, comme député, parce que les tracts faisaient référence à ce que j'étais un complotiste, que pendant la crise Covid, j'avais empêché les gens de se soigner, ce qui était totalement mensonger, bien sûr. Maintenant, c'est la grande mode de qualifier tout le monde de complotiste. Hein. Oui, mais moi, je suis fier, parce qu'être complotiste aujourd'hui, c'est être en avance de 3 mois sur la vérité. Donc, mais c'est quand même dur à vivre quand vous êtes battu par une campagne de désinformation, pour le coup, de vraie désinformation dans votre circonscription. Mais j'assume, je préfère avoir pris les positions que j'ai, avoir été battu temporairement, plutôt que d'avoir trahi mon âme. Donc, bref, je reviens à mon idée. Vous parliez de la liberté, et puis il y a une nouvelle donnée, donc la liberté qui est en question. Et puis il y a une nouvelle donnée, c'est que toute cette oligarchie est en train de nous emmener vers la guerre. La guerre en Ukraine. Et là aussi, j'ai été un des rares à réagir. On n'est pas nombreux à avoir réagi. Et quand vous pensez qu'à droite, j'étais le seul à l'Assemblée nationale à voter contre le traité militaire avec l'Ukraine, qui voulait faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, j'ai été le seul à dire avoir une autre lecture du conflit entre l'Ukraine et la Russie, sans être pro-russe, mais tout au contraire, en voulant une solution équilibrée et surtout en voulant que la France reste la France, c'est-à-dire parle au monde en ayant une autre vision des choses. Et donc, vous le voyez, souveraineté de la nation, liberté individuelle et choix entre la paix et la guerre, qui est décisif pour l'Europe. Parce que il faut bien comprendre que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est le suicide civilisationnel de l'Europe. Et que c'est le moyen pour la Chine et pour les États-Unis de faire disparaître l'Europe du XXIe siècle. Voilà. Donc, on est sur une affaire grave. Voilà pourquoi, dans un silence assourdissant d'une certaine classe politique, je me suis dit, faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est difficile, bien évidemment. Je sais ce qu'on dit, mais il faut y aller. Il faut dire aux Français, il y a au moins quelqu'un qui va se présenter à la présidentielle pour incarner quelque chose qui n'est pas défendu par les autres. Voilà pourquoi je le fais, tout simplement. Une question un peu délicate, peut-être, si vous voulez ne pas y répondre, libre à vous. J'ai toujours répondu ce que je voulais, rassurez-vous. Oui, de ce côté-là. Je n'ai aucun doute de ce côté-là. Vous avez évoqué tout à l'heure M. Philippot, qui effectivement, avec vous, très courageusement, s'est battu pour cela. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que beaucoup regrettent que vous devinez ma question, que vous ne puissiez pas vous... Mais rien n'était... Mais attendez, moi je suis convaincu qu'il va y avoir des ententes, il va y avoir une union des souverainistes. Entente, c'est ça le mot. Mais oui, vous savez, j'ai essayé aux européennes. Moi, je me suis retiré aux européennes. Non, parce qu'on oublie, tout le monde oublie. On m'accuse d'être candidat dans les milieux souverainistes, certains. Mais je dis très clairement, qui est-ce qui s'est retiré aux européennes pour laisser le champ libre à M. Philippot et M. Asselineau, qui n'étaient pas capables de s'entendre entre eux? Moi, je voulais qu'il y ait une seule liste européenne souverainiste. Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot. D'accord. C'était élémentaire. Chacun a ses qualités, ses défauts. Mais chacun défend l'indépendance de la France. Et j'avais dit aux deux, pourquoi vous ne surmontez pas vos disputes permanentes pour vous unir, et moi je viens avec joie. Moi je ne peux pas faire mieux. Les deux n'ont pas réussi à s'entendre, et je le dis très clairement de la faute de M. Asselineau principalement, il faut quand même être honnête. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas capable de vous unir,
moi je me retire. Je ne vais pas ajouter une troisième liste à 2 listes. Donc Debout la France s'est retiré quand même du scrutin Ah oui, non, européen. mais Ça n'a pas été facile. Non, mais parce que je rappelle les ma choses. question n'était pas anodine. Mais je le sais, mais je rappelle les choses à nos amis souverainistes. Et Bien donc sûr. à partir du moment où aux européennes j'ai passé le tour et où j'ai sacrifié mon parti politique, bon, parce que j'estimais qu'il ne fallait pas rajouter des listes à des listes, bah, à la présidentielle, alors que j'ai la chance, le bonheur d'avoir plus de 600 maires et d'avoir les parrainages pour être candidat, ce que n'ont pas mes collègues, Mhm. je ne vais pas à nouveau me faire harakiri, alors même que le grand danger, c'est qu'il n'y ait aucun candidat souverainiste. N'oubliez pas que Florian Philippot, malgré ses combats remarquables, n'a eu qu'une signature pour la présidentielle de 2022, il en faut 500, et que M. Asselineau ne les a pas eus. Et donc, moi, ma responsabilité pour le camp souverainiste, indépendantiste, à partir du moment où j'ai la chance, par un travail, d'avoir un soutien de nombreux maires dans tous les coins de France, bah, c'est de ne pas se dérober. Et je me suis dérobé aux européennes parce que je ne voulais pas ajouter de la division à la division. Mais pour la présidentielle, je ne vais pas prendre le risque De vous dérober. qu'il n'y ait aucun candidat souverainiste, Ou qu'il parce n'y que en ait c'est aucun. le risque. Et je passe ma vie à lancer des appels à l'Union, aux deux, en disant arrêtez vos disputes, arrêtez de vous déchirer sur le Frexit. Plus Frexiteur que moi, tu meurs. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est qu'il y ait un candidat souverainiste à l'élection présidentielle, indépendantiste, et qu'on arrive à convaincre les Français Mhm. qu'aujourd'hui, c'est une question de survie. On ne réglera pas le problème de l'immigration, des délocalisations, du budget, sans de la sécurité, de l'immigration, etc., si on ne reprend pas le pouvoir sur l'Union européenne. C'est pas possible. Et ceux comme Bruno Retailleau ou même Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui aujourd'hui disent on va toiletter l'Union européenne et tout se trompent. Et je leur dis amicalement, il faut à un moment, vu la gravité de l'état du pays, dire la vérité aux Français. Si on ne s'échappe pas, si on ne reprend pas nos leviers d'indépendance, Oui. on ne traitera pas les problèmes quotidiens des Français et on fera croire pire aux Français qu'on peut les régler, alors qu'on ne le peut pas. Je prends l'exemple de l'immigration, c'est très simple. Bruno Retailleau, qui est un homme que j'estime beaucoup, qui est de grande qualité humaine, est dans le gouvernement, mais alors, à la marge, il change des choses, il ne faut pas être injuste avec lui. Mais il ne peut pas changer le fond de la direction, le cap du bateau, Ouais. puisqu'il ne contrôle pas les frontières, et le droit européen l'emporte sur le droit national. Donc rien que ça. Alors, il peut expulser peut-être un peu plus de gens, il peut donner un peu d'efficacité au ministère de l'Intérieur, il fait ce qu'il peut. Mhm. Mais les choix fondamentaux du pays ne sont pas cohérents. D'accord. Et moi, j'ai passé l'âge de raconter des histoires, ça m'intéresse plus. Il y a le feu au lac, le pays est en train de disparaître, et les Français méritent la vérité. Et la vérité, elle est là, elle est tellement évidente. C'est que si on ne rétablit pas nos frontières et qu'on ne met pas l'armée à nos frontières, on ne traitera pas le problème de la drogue et de l'immigration. Voilà. Si on ne fait pas un référendum sur la supériorité du droit français sur le droit européen, il y aura toujours une directive à la noix qui empêchera qui sera appliquée par le Conseil constitutionnel. Parce que c'est les hommes politiques qui l'ont décidé. C'est pas la faute du Conseil constitutionnel en soi. Je l'aime pas, il n'est pas ce que j'aime. Mais le Conseil constitutionnel, il applique les accords internationaux décidés par les hommes politiques français. Donc, vous voyez, il y a toujours la stratégie du bouc émissaire. C'est la faute des juges, c'est la faute du Conseil constitutionnel, c'est la faute de... Alors, ils ont leur part de responsabilité, mais à la fin, il y a quand même eu des choix qui ont été faits. Qui est-ce qui a signé les traités? Qui est-ce qui a voté les traités? C'est pas moi, en tout cas. Hein. Bon. Voilà pourquoi je crois qu'il faut qu'en 2027, cette élection serve à quelque chose, quoi. Ouais. Debout la France prône un retour justement à l'indépendance nationale face à l'Union européenne. Comment réagissez-vous aux critiques qui qualifient votre discours de Frexit radical et quelle est votre vision concrète pour une structure légère remplaçant l'UE? Alors, je suis plutôt attaqué de ne pas vouloir le Frexit, en fait. C'est-à-dire que je crois que parler que du Frexit est maladroit. D'accord. Je m'explique. Le Frexit, c'est un moyen. Mhm. Mais il n'y a pas que le Frexit. Moi, je privilégie 2 solutions. J'ai toujours dit, il y en a 2. Le Frexit, c'est quand on aura tout essayé.
Je privilégie, alors je n'ai pas inventé le mot encore, d'abord un moratoire d'1 an. On ne verse plus d'argent à l'Union européenne, on n'a plus le droit européen, on contrôle nos frontières, et on va à Bruxelles et on dit, les amis, moratoire d'1 an, tout est gelé, et on vous propose de supprimer l'Union européenne et de la remplacer par une structure intergouvernementale légère. Qui veut jouer avec nous ? Voilà. Au début, ça sera l'émeute, mais je suis absolument convaincu qu'il y a un certain nombre de pays qui diront banco. Je pense à la Hongrie. Orban a fait des déclarations très intéressantes récemment. Je pense à la Pologne. Je pense même à l'Allemagne, d'une certaine façon. Je pense à l'Italie. Je pense à la Suède, aux Pays-Bas. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, dans les 27 pays, il y a un certain nombre de pays qui sont mûrs pour prendre la Bastille, c'est-à-dire supprimer la Commission de Bruxelles, revoir tous les traités. Florian Philippot et François Asselineau disent que je me trompe. Ils ont peut-être raison. J'allais le souligner. Ils ont peut-être raison, mais je pense qu'il faut d'abord un instant de vérité collectif. Dire à nos voisins, voilà, la France ne joue plus à l'Union européenne, c'est fini. Nous gelons 1 mois l'application de toutes les un an, l'application de toutes les règles moratoires, et nous nous donnons 1 an pour, avec vous, organiser une nouvelle Europe gaullienne, des nations libres, qui retrouvent chacune leurs frontières, leurs lois, leur budget, mais qui travaillent ensemble, parce que personne ne peut imaginer qu'on ne va pas travailler avec nos voisins, ce serait stupide. Ce discours que je tiens est perçu par certains comme un discours de mou, de traître. Mais moi, je dis, je veux être élu et je veux conduire la France à l'indépendance, et je pense que ce moratoire, cette discussion avec nos voisins peut être utile à l'Europe. Il y a 2 solutions qui se présentent, très simples. On réussit à détacher quelques pays, et alors c'est une sortie collective. D'accord. Et l'énorme avantage de ma solution, c'est que l'Union européenne n'existera plus à côté de nous. Elle disparaît. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à ce moment-là, on reconstruit une Europe légère, où la souveraineté de la nation est défendue, mais qui maintient des coopérations, des marchés, parce qu'il ne s'agit pas de tout arrêter. Et on le fait avec le nombre de pays qui veulent. 2 avantages. On rassure les Français. 3 avantages même. On rassure les Français. On ne va pas partir au milieu de l'Atlantique. La France continue à travailler avec nos voisins. Deuxièmement, on reconstruit quelque chose qui va marcher, c'est-à-dire une Europe très légère qui permet de coopérer entre nous. Et troisièmement, il n'y a plus d'Union européenne à côté de nous. D'accord. La Grande-Bretagne est partie, mais il y a l'Union européenne à côté d'elle. Et regardez Starmer, aujourd'hui le travailliste, il est à nouveau soumis à l'Union européenne. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on partirait seul qu'on serait libéré de la puissance d'à côté. Et c'est pourquoi le Frexit est pour moi la dernière solution. Avant, je veux privilégier une sortie collective, une reconstruction, un remplacement de l'Union européenne par une structure légère, avec les pays qui le souhaitent. Si on n'y arrive pas, ce qui peut arriver, à ce moment-là, tout le monde est prévenu à l'avance qu'il y a le Frexit avec un référendum en France. Voilà. Donc, je pense que la solution que je propose est plus compliquée à comprendre, parce qu'elle est moins simple. Qu'à faire ? Je ne sais pas, en tout cas, elle est plus compliquée à comprendre pour nos concitoyens, parce qu'il y en a qui disent, alors c'est le Frexit, c'est pas le Frexit, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est très simple. Soit on remplace l'Union européenne par une Europe très légère, et les nations retrouvent leur liberté et continuent à coopérer entre elles, soit on fait le Frexit. Voilà. Mais faire le Frexit tout de suite sans avoir essayé de détruire l'Union européenne et de reconstruire quelque chose, je trouve ça dommage. Et si vous réfléchissez, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec l'OTAN. Quand le général de Gaulle a voulu sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, il n'a pas dit du jour au lendemain, je sors du commandement militaire intégré. Il a envoyé un mémorandum à Washington et à tous les partenaires. Et il a écrit, il a dit, voilà ce que je propose pour l'OTAN. Ils ont tous refusé. Il a écrit après en disant, puisque vous avez tous refusé de reconstruire l'OTAN à ma façon, que vous avez tous refusé, à ce moment-là, je suis libre de partir. Du commandement militaire intégré. Malheureusement, Nicolas Sarkozy est retourné. Mais si vous voulez, ça change tout. Pourquoi ? Ça change tout vis-à-vis des Français qui ont peur d'un Frexit sec. Ça change tout vis-à-vis du monde qui ne verra pas la France comme quelqu'un qui part. Nous sommes l'Europe, nous sommes au cœur de l'Europe, nous ne sommes pas l'Angleterre, on n'a pas la même histoire. Et donc,
nous avons vocation à transformer, à bousculer tout ça. Et puis ça change tout parce que si on échouait, comme le pensent Philippot et Asselineau, mais on aurait encore plus de légitimité pour partir, puisque nos voisins n'auront pas voulu réformer. Donc je pense que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Simplement, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en gros, il y en a un qui l'avait résumé assez bien, qui avait dit on la change ou on la quitte. C'était Mélenchon sur l'Europe à l'époque. Dieu sait si je n'aime pas Mélenchon, mais il avait le sens de la formule, on la change, on la quitte. Donc voilà mon projet pour l'Union européenne, on redevient indépendant. Et il y a deux façons de revenir indépendant, soit par une sortie collective de l'Union européenne à plusieurs pays, ça a le mérite de le faire plus fortement, soit on le fait seul. D'accord. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, juste une petite pause, un petit message à nos auditeurs de Radio Courtoisie. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Effectivement, n'oubliez pas cette enquête et comme vous venez de l'entendre d'ailleurs, et surtout rendez-vous bien sûr sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Et chacun de vos dons, d'ailleurs, et je le répète, est déductible aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Monsieur Dupont-Aignan, continuons notre entretien avec cette question concernant le numérique. Le numérique qui est au cœur des enjeux de souveraineté. Vous avez dénoncé la dépendance de la France aux géants technologiques américains. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour développer une industrie numérique française ou européenne indépendante ? Alors c'est un sujet fondamental qui est peu connu, mais qui est très important, je crois. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on est indépendant, et puis de ne pas adapter l'indépendance aux temps qui viennent. La souveraineté, elle n'est pas simplement politique, elle est économique, elle est culturelle. Et si on ne maîtrise pas les technologies du XXIe siècle, la science, on sera largué, c'est ce qui se passe. Et donc pourquoi je parle beaucoup du numérique ? Je viens de publier, vous retrouverez sur Debout la France, sur le site projet de Debout la France, un cahier sur l'intelligence artificielle qu'on vient de publier. Je le dis franchement, c'est pas moi qui ai rédigé. J'ai travaillé avec Lionel Mazurier, qui est mon vice-président de Debout la France, qui est très bon en intelligence artificielle, en nouvelles technologies. On a essayé de trouver un chemin pour permettre à la France de reconquérir sa souveraineté numérique. Alors c'est un immense défi, c'est l'Himalaya, parce qu'on a tout abandonné. Mais on a d'abord des atouts. On a un atout, c'est qu'on a une école mathématique en France, ce que j'appelle l'école mathématique. Les Français ont toujours été dans les premiers en mathématiques. Nous sommes un des pays leaders en mathématiques. Malgré la baisse du niveau scolaire, il y a encore de grands mathématiciens en France, qui viennent d'ailleurs souvent de l'étranger aussi, notamment du Maroc d'ailleurs, et on les salue, mais qui permettent d'avoir une capacité de recherche exceptionnelle. Nous sommes un des pays leaders. Et c'est quand même dommage, dans un pays qui a tant d'intelligence, de cerveau, d'avoir tout abandonné. Et il y a plusieurs points où on peut reconquérir notre souveraineté. Le premier qui est fondamental, c'est le stockage de nos données. C'est les iCloud, comme on dit. C'est quand même dingue que je lisais un chiffre sur les 400 milliards de budget d'iCloud en Europe pour 2025, 82% sont dans des sociétés américaines. Ce que j'ai lu. C'est à vérifier, mais enfin moi, c'est les chiffres que j'ai. Et en France, c'est 81%. Et ce qui est quand même supportable, il y a eu un récent article dans Les Échos, qui n'est pas un journal qui m'est favorable, d'un je ne sais plus de qui expliquait, scandalisé, que c'est les pouvoirs publics, l'État, qui fait appel à des sociétés américaines
La santé, nos données de santé, de l'assurance Ouais. maladie sont stockées par Microsoft. Euh, c'est Polytechnique qui fait un partenariat avec, je crois, Amazon ou avec une autre société américaine. Donc c'est au cœur de l'appareil d'État qu'il y a l'abandon. C'est-à-dire que on peut reprocher à une entreprise privée de faire appel à un iCloud étranger, mais il y a des questions de compétitivité, de prix, de marché, de coûts. Mais que l'appareil d'État soit même pas capable de stocker les données des Français sur un iCloud français, alors même qu'il y a des solutions françaises, certes plus coûteuses, mais quand le général de Gaulle a voulu qu'il y ait des avions européens, français, au début la Caravelle, puis après Airbus, quand il a voulu qu'il y ait des fusées françaises, quand il a voulu qu'il y ait des centrales nucléaires françaises, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fixé un plan stratégique. Il est d'ailleurs on est passé par Westinghouse, entreprise américaine qu'on a francisée au départ. On a récupéré les licences, on les a copiées. Enfin bref, il y a eu une volonté. Quand les Chinois ont la volonté de copier, de faire un avion, ils le copient, ils se démerdent, pardonnez-moi l'expression, mais ils le font. Bon, nous, l'État, les autorités politiques ont baissé les bras. Alors, je vais être très précis. On a peu d'atouts. On a des cerveaux, on a une entreprise d'intelligence artificielle, Mistral, mais qui est en train d'être, d'après ce que je sais, qui est en train d'être étranglée, et certains vont s'en emparer, vous allez voir que Macron va la laisser partir. On a des pépites, on a des start-up, mais les start-up, elles se développent, et puis dès qu'elles sont à maturité, le fondateur empoche des millions, et elle part à l'étranger. Voilà. Donc, il n'y a pas de stratégie. Il y a des pépites, il y a des cerveaux, il y a des fulgurances françaises, mais il n'y a pas d'organisation d'une filière, il n'y a pas un plan stratégique pour que ces richesses, ces atouts, soient organisés intelligemment pour grignoter petit à petit avec une stratégie à long terme, comme a eu Singapour, comme ont les pays asiatiques, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, pour reconquérir la souveraineté, la Russie. Voilà. Et donc, tout notre plan, c'est un plan de reconquête économique et scientifique. Ça veut dire un gros travail. Et c'est pas facile, parce qu'évidemment, les Américains n'ont aucune envie de laisser leurs atouts. Ils récupèrent nos données de santé, ils nous espionnent, ils utilisent le numérique. Voilà, c'est tout. Ils ont pris de l'avance. Les Chinois résistent de leur côté, et l'Europe, rien. Mais de toute façon, c'est simple. L'Europe s'occupe de la taille des chasses d'eau, de la taille des fruits, et emmerde le monde entier, les pays d'Europe sur des détails. Mais en revanche, ce qu'était censé faire quand même l'Union européenne, c'était au moins sur quelques dossiers avancer. Mais à 27, on n'avance jamais, surtout quand les lobbies américains ou chinois ou autres sont au cœur de l'appareil. Donc, c'est pourquoi la seule façon de marcher, c'est de le faire soit seul, soit avec des coopérations à peu de pays. Airbus n'a pas été fait au niveau de l'Union européenne. Airbus a été fait à 3-4 pays. Le spatial a été fait à 3-4 pays. Donc il n'y a pas qu'un manque de volonté, c'est assez complexe quand même. Moi je vais être très franc avec vous. La reconquête numérique pour la France va être un travail absolument colossal. Et il faudra peut-être le faire avec d'autres pays, mais pas avec l'Union européenne. C'est-à-dire que, regardez l'affaire des puces. Il y a un grand article aujourd'hui, c'est SMT ou un nom comme ça. Voilà. Bruno Le Maire et Macron étaient il y a 2 ans, un été à Grenoble, nous dire voilà, on va mettre la première pierre d'une gigantesque usine sur les microprocesseurs, on est les meilleurs, tatati tatata. Bon, ça finit en fiasco. Donc, ça veut dire que on s'improvise pas géant. En fait, Macron, c'est de la communication, de l'effet de manche. Ce qu'il faut, c'est plutôt une stratégie secrète, une stratégie de l'État, discrète, où on avance pas à pas pour reconstituer des forces. Mais si on ne le fait pas, on sera largué. Et dans le cahier intelligence artificielle, il y a des domaines, par exemple sur les grands calculateurs, où la France pourrait encore faire des choses. Vous avez des domaines, moi je ne suis pas spécialiste, il faudra inviter M. Mazurier qui est meilleur que moi. Mais vous avez des domaines d'excellence où la France a tout pour réussir. Elle ne le fait pas, elle n'organise pas ses forces. Mais c'est normal puisqu'on a des traîtres à la patrie qui sont au sommet de l'État. Donc, est-ce que vous croyez qu'ils vont défendre la France ? Jamais. Justement, la cybersécurité est une priorité stratégique, va-t-on dire.
Vous avez critiqué le choix d'entreprises américaines pour des projets sensibles comme au ministère de la Défense. Mhm. Quelles solutions proposez-vous pour sécuriser les infrastructures numériques françaises et protéger les données des citoyens? Bah, c'est toute l'affaire de fameux iCloud national Dont nous parlions, oui. dont nous parlions. C'est toute l'affaire aussi des logiciels. C'est toute l'affaire de la manière dont on arrive à reconquérir une totale indépendance dans la maîtrise des données, des calculs de nos grandes entreprises, d'armement, etc. Mais quand vous voyez que le ministère de la Défense a sous-traité à des entreprises américaines, Mhm. enfin, faut être naïf. Faut être naïf. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Et quand vous voyez que Dassault veut garder la maîtrise du Rafale et que l'État l'oblige à partager avec les Allemands qui vont nous piller le cerveau du Rafale, c'est de la haute trahison. Et Olivier Dassault, qui est mort dans un accident d'hélicoptère, ne voulait pas de ça. Aujourd'hui, le président de Dassault a mis en garde les parlementaires en disant qu'on ne m'oblige pas à délivrer les recettes du Rafale pour le partager avec les Allemands. Mhm. Parce que les Allemands ne nous partagent rien de leurs chars d'assaut ou de leurs industries. Oui, ouais. Mais la naïveté française relève de la trahison. D'accord. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la trahison. Mhm. Mais ça ne peut pas être entre les deux. Ou c'est les deux. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est inacceptable et j'espère qu'on ne fera pas l'avion de combat européen. Et parce que le PDG de Dassault l'a très bien dit. Dassault est tout à fait capable Ouais. de bâtir le Rafale de la prochaine génération. Mhm. Et je me souviens quand j'étais jeune, quand Chirac, pour le coup, avait arbitré pour maintenir un Rafale indépendant face à l'avion de combat européen, Mhm. toute la presse bourgeoise, Le Monde et tout le Mozart et tout le MEDEF et tout le monde disait « Mais c'est ridicule, il faut faire un avion de combat européen, il va marcher, regardez le Rafale, il ne s'exporte pas, il est nul. » Aujourd'hui, l'avion de combat européen ne marche pas parce qu'il répond à trop de spécificités nationales différentes et le Rafale s'exporte dans le monde entier. Donc ça prouve qu'on est capable de faire des choses. L'exemple du Rafale, qui a mis 20 ans avant d'être reconnu, Reconnu. Mhm. montre que quand la France le veut et qu'elle met les moyens, nous avons encore les ingénieurs pour le faire. Et donc, il ne faut pas lâcher tout ça. Le nucléaire, ils l'ont lâché. Il a vendu de manière scandaleuse à General Electric, Alstom Énergie. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on l'a racheté 3 fois plus cher ou 2 fois plus cher après, mais sans les brevets. Et aujourd'hui, les Américains nous tiennent avec les brevets de nos centrales nucléaires. C'est très grave, très grave. Rien que pour ça, Macron devrait être destitué. Rien que pour ça. Olivier Marleix en savait beaucoup. Malheureusement, on dit qu'il s'est suicidé. C'est ce qu'on dit. L'intelligence artificielle, IA, transforme nos sociétés. Voyez-vous l'IA comme une opportunité ou une menace pour la France? En fait, comment garantir que son développement profite aux Français tout en respectant les libertés individuelles? Très compliqué. D'abord, il y a 2 problèmes. Il y a d'abord l'intelligence artificielle, c'est un continent non exploré, en fait. Si on prend un peu de recul, moi je ne suis pas un technicien, Mhm. je ne suis pas un scientifique. J'essaye de regarder avec un regard historique, si je puis dire. C'est un continent inexploré, c'est quelque chose d'incroyable, d'incroyable. Moi, je l'ai mis sur mon téléphone, je vous le dis franchement, pour comprendre. Comprendre. Et c'est à la fois fascinant et effrayant. Parce que c'est pas encore totalement élaboré, mais il y a parfois des erreurs. Hein. Mhm. C'est impressionnant d'ailleurs, des erreurs Il aussi. y en a pas mal. Oui. Oui, il y en a. Mais c'est quand même le rassemblement. En fait, c'est la bibliothèque universelle. Pour moi, Internet, contrairement... c'est pour ça que j'ai jamais eu une vision négative obligatoirement d'Internet. Parce que Internet peut être le pire comme le meilleur, comme toute innovation. Mhm. Mais ça peut être la bibliothèque universelle dont on rêvait, dont André Malraux parlait. Mhm. C'est-à-dire que vous avez tout et que vous avez un robot qui va chercher ce que vous cherchez. Nos anciens en auraient rêvé. Donc, il ne faut pas avoir peur obligatoirement de l'innovation. Innovation. La question est de savoir comment on la maîtrise. Et il y a 2 choses fondamentales.
qu'est-ce qu'on met dedans comme données? Parce que l'intelligence artificielle va recracher ce qu'on a mis dedans. Quelle civilisation on met dedans? D'où l'importance d'avoir une intelligence artificielle française, souveraine, éthique, francophone. Si on met que des données américaines ou chinoises, ou c'est plus notre culture, ça sera plus. Et donc quand les étudiants, quand les personnes, les Français chercheront quelque chose, obligatoirement, ce qui va sortir va être influencé par ce qui a été mis dedans. Mmh. Donc, j'ai pas la réponse, hein, mais j'entends bien, vous voyez, donc, et c'est intéressant parce que vous avez ChatGPT, vous avez Grok, vous avez, moi je regarde, hein, parce que je suis très curieux de nature, c'est ce qui me sauve. C'est ma différence avec les Alors, autres esprits rappelons politiques. que Grok, c'est X. C'est X, et ChatGPT, c'est Meta. voilà, Meta. Donc c'est compliqué. Donc premier problème, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Deuxième problème, c'est quel algorithme et comment ça ressort. Troisième problème, comment on éduque ceux qui s'en servent. Mmh. Si ça les empêche de réfléchir, si on a des étudiants ou des collaborateurs qui, au lieu de réfléchir à une réponse, passent que par l'intelligence artificielle, est-ce que leur cerveau va pas perdre beaucoup? Et est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas dépendre de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas bouffer leur cerveau? Ah. Enfin, leur QI. Est-ce que c'est un outil qui nous agrandit le bras, ou est-ce que c'est un outil qui nous rétrécit le cerveau? Voilà comment je vois les choses. Alors attendez, moi je ne suis pas spécialiste, il faut que vous interviewez un vrai spécialiste. Non, bon, enfin, ça Mais mérite, moi je vous donne mon regard. Mais et en tout cas pour moi, face à une innovation comme ça, il ne faut pas la rejeter, c'est absurde. Il faut au contraire se ruer dedans. Et se ruer dedans, ça veut dire que par exemple l'entreprise Mistral, moi je vais te dire, si j'étais responsable politique, je la nationaliserais. D'accord. Ça va vous choquer peut-être. Je nationaliserais Mistral. J'en ferais le vaisseau amiral de la France. En disant c'est une des pépites françaises, il est hors de question qu'on nous bouffe ça. Après, ça ne veut pas dire que l'État doit intervenir dedans. Parce que le danger, c'est l'étatisme, le manque de création. Oui. Mais en tout cas, il faudrait presque en faire une fondation, trouver un système pour la protéger. Et pour se dire, on a une pépite, c'est le Dassault de l'intelligence artificielle. Il faut tout faire pour à la fois voir ce qui se passe, comprendre quelle va être la différence dans l'intelligence artificielle de Mistral par rapport à celle des autres. Les autres, ouais. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dans la boîte? Ça, c'est fondamental. Mais là aussi, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de volonté politique aujourd'hui en France. Donc, personne n'a cette vision. Voilà, on laisse faire. Mais c'est vital. Et puis, dans notre projet intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Vous verrez, il y a 25 propositions sur notamment l'éducation, pour apprendre aux étudiants à s'en servir, pour apprendre comment on l'utilise, comment on la contrôle, comment on la vérifie, que ça soit un outil et qu'on n'en devienne pas esclave. Mmh. Comment ça peut nous aider pour la médecine, par exemple? Et puis, alors enfin, dernier point, il y a un défi économique considérable, c'est tous les métiers qu'elle va remplacer. Comment on fait? Et ce sera les cols blancs cette fois-ci. Oui. L'intelligence artificielle va être aux professions intellectuelles ce qu'a été le Fordisme à la classe ouvrière. Et donc là aussi, vrai danger. Mais dans le même temps, on peut imaginer aussi que ça va permettre des avancées extraordinaires. Mmh. Le médecin qui regardait la radio et il y avait parfois des cancers du sein qui passaient à la trappe, parce que le type était fatigué le soir J'en parlais dans ma chronique, d'ailleurs. en regardant sa radio, là, il aura une assurance peut-être. À l'inverse, s'il ne compte que là-dessus et que s'il ne regarde pas, ça peut être dangereux. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas la solution à tout. Ce que je sais qu'en tant que responsable politique, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est qu'il faut apprendre aux étudiants à s'en servir, mais ne pas que ça remplace leur cerveau. Et c'est qu'il faut absolument que la France, la francophonie, parce que ça devrait être fait avec les pays francophones pour moi, parce que la langue française a une originalité, elle a des mots, elle a une histoire, elle a des pays. Il faut que la francophonie, enfin si j'étais moi chef d'État, j'aurais demandé à l'organisation francophone de se mettre là-dessus en priorité. Il faudrait qu'il y ait une IA francophone, au-delà de la France. Parce que ça permettrait que la civilisation française, la langue française, la culture française ne soit pas bouffée par une culture ou chinoise ou anglo-saxonne. Parce que vraiment, vous savez, le grand défi
du XXIe siècle, c'est est-ce que la France et l'Europe existeront entre les deux mastodontes, États-Unis et Chine. Pardonnez-moi, mais tout le reste, c'est un peu de la littérature. Voilà. Et ça, la classe politique française n'en a absolument pas conscience. Or, pour moi, ça m'obsède. Parce que si vous réfléchissez un peu plus loin que le bout de votre nez, dans 50 ans, est-ce que la France sera le Portugal de Salazar ? Vous voyez, 400 ans après, voilà, la découverte des terres, ou est-ce que la France sera, je ne sais pas, voilà, un pays perdu parce que les Français n'ont plus voulu vivre et qu'ils auront été en plus dans un continent qui n'a pas envie non plus de vivre, encore pire d'ailleurs. Le suicide démographique des autres pays est encore pire. Je voyais que l'Espagne, alors je ne sais pas si c'est vrai, il faut vérifier, mais ça m'a effrayé. En 50 ans, la population espagnole serait divisée par 2 au rythme de la natalité. Ils sont à 1,1 enfants par femme. Vous avez vu ça où ? Dans un journal. D'accord. Je crois que c'est dans un grand journal. Donc attention, parce que les grands journaux se trompent parfois. Ouais. Mais la démographie est oubliée. Alfred Sauvy, qui est un grand, bien ancien, quand j'étais petit, je lisais Alfred Sauvy, qui est génial, et il expliquait très bien que les phénomènes démographiques sont complètement oubliés. Or, un pays qui ne renouvelle pas ses générations du tout, ça va très vite, la chute libre. Donc si l'affaire est vraie, à vérifier, donc je dis, parce qu'après je vais être accusé de fake news, que les auditeurs vérifient. Mais si vraiment, en un demi-siècle, l'Espagne divise de moitié sa population, vous imaginez la tragédie pour l'Europe. Espagne, Italie, ces pays-là sont en suicide total démographique. Ils sont à 1 enfant par femme à peu près. Il faudrait vérifier ça. Parce que mais c'est pas faux, je crois. Il faut vérifier. D'ailleurs, si c'est pas 30 ans ou 50 ans ou 40 ans, c'est 70. Donc, Alors, Monsieur Dupont-Aignan, le concept de souveraineté numérique est souvent évoqué. Donc, à quoi ressemblerait une France souveraine numériquement sous votre présidence ? Incluriez-vous, par exemple, la création d'un cloud, vous en parliez, national, ou d'un moteur de recherche français ? Oui, moteur de recherche, il y en avait un, Quant. Bon, alors après, il y a beaucoup de critiques sur le fondateur, sur ceci. Moi, je ne suis pas compétent. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'étais responsable président de notre pays, je ferais exactement comme le général de Gaulle s'est mis à fond avec des comités. Alain Peyrefitte raconte très bien des conseils de défense, des conseils où il avait les gens autour de la table et il disait: je veux pas des chercheurs qui cherchent, je veux des chercheurs qui trouvent. Et il y avait une volonté politique. Alors après, il y a eu des choses qui ont échoué. Il y a eu des projets un peu fous, il y a eu l'aérotrain, il y a eu des trucs qui ont foiré, il y a eu le plan calcul qui a foiré. Il faut pas croire que l'intervention publique peut tout. Il faut un écosystème privé, il faut un renforcement de l'éducation nationale dans les matières scientifiques, donc arrêter la déliquescence du niveau scolaire, et il faut une stratégie d'État. Mais il ne faut pas qu'une stratégie bureaucratique d'État, ça ne marche pas. Il faut un écosystème privé, une volonté publique et un bon niveau scolaire. Nous avons laissé tomber l'école, nous avons surchargé de charges nos entreprises et nous avons une bureaucratie oligarchique. Oui. En plus un peu corrompue et qui vend tout à l'étranger. Comment voulez-vous que la France s'en sorte ? Donc il faut reprendre les choses par la base. Voilà. Ça mettra 10 ans, mais on peut redresser le pays. Moi, je ne suis pas pessimiste. Le pays est tellement mal géré, est tellement corrompu, est tellement abandonné que paradoxalement, c'est une chance. Je vais vous choquer. Parce que ça veut dire qu'on peut s'en sortir. C'est exactement comme une entreprise où vous avez le patron qui pique dans la caisse, qui fait de l'abus de biens social et qui engueule le client au téléphone. Vous avez un nouveau chef d'entreprise, il remet un peu d'ordre, l'entreprise repart. La France, c'est pareil. Simplement, le problème, c'est qu'il faut arriver à être à la place du chef d'entreprise, ce qui n'est pas facile. Surtout quand vous avez l'oligarchie contre vous, leurs médias, leurs copains, leur argent. Voilà, ça c'est plus difficile. Je voudrais revenir sur votre série YouTube, qui est toujours d'actualité. Nicolas décrypte l'actu. Comment utilisez-vous le numérique pour communiquer directement avec les Français et quel rôle les réseaux sociaux doivent-ils jouer dans la démocratie, selon vous ? Écoutez, je vais être paradoxal. Tout le monde critique les réseaux sociaux. Mais si on avait que France 2 et TF1 pour s'en sortir, moi je serais plus là. Ça serait compliqué, oui. Je serais plus là. Si les sondages me donnent 3-4%, alors même qu'on m'a fait disparaître
de l'Assemblée, des émissions, de partout, c'est parce que j'ai chaque semaine, vous pouvez vérifier les chiffres, entre 3 millions et 9 millions de Français qui m'écoutent à travers beaucoup de vidéos permanentes. Quand je dis permanente, oui, c'est un gros travail pour moi, sur les réseaux sociaux, en jouant comme un piano de plusieurs réseaux sociaux. Et ça, j'ai eu l'intuition très tôt, avant les autres, je reconnais, en 2020. Je me souviens, mes collaborateurs se moquaient de moi, en me disant, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces vidéos à la con, pardonnez-moi la vulgarité, c'est pas bien. Référence à Décrypte l'actu, là. Oui, mais plein de choses, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que vous faites, personne regarde. Mais j'ai dit, écoutez, c'est un nouveau moyen d'expression. Le général de Gaulle avait à Londres la radio. Mhm. Pourquoi nous, on ne prendrait pas ce qu'on a? La presse m'est fermée. La télévision publique m'est fermée. La radio publique m'est fermée. Il reste quelques émissions sur CNews, sur Radio Courtoisie, sur Sud Radio. Comment je fais? Comment je fais pour parler aux Français? J'ai découvert, moi, j'y connaissais rien, et j'ai découvert cet instrument extraordinaire que je prends mon téléphone, je le mets sur un petit pied de travers, je mets un drapeau tricolore derrière moi, et je fais une émission, si j'ai quelque chose à dire d'intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, moi je le crois, mais c'est aux Français de juger, mais ils ont l'air de trouver ça intéressant. Et bien, sur Facebook, j'ai eu 700 000 abonnés, au point que pendant la crise sanitaire, mes vidéos faisaient 10 millions de vues. Oui, c'est pour ça que Mais ils les ont suis revenu censurés. dessus. Ils les ont censurés. Et tout d'un coup, il n'y a plus que 10 000. Tout s'est effondré. Et après, le président de Meta a avoué devant le Sénat américain qu'il y avait eu une demande de censure dans le monde entier des vidéos de ceux qui étaient, soi-disant, contre le vaccin Covid Mais est-ce que et vous contre allez... le confinement. Donc j'ai été à la fois un succès fulgurant, 700 000 abonnés, des millions de vues, et puis tout d'un coup, plus rien. Et puis j'ai eu la chance qu'il y a X qui a été racheté par Elon Musk, qui a libéré X, l'ancien Twitter. Mhm. Et puis 450 000 abonnés, et je fais une vidéo tous les jours, et je fais 4-5 messages tous les jours. Mhm. C'est un gros travail pour moi et mes équipes. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'équipes parce qu'on manque d'argent. Mais donc ça veut dire qu'il y a un côté très personnel, mais avec quelques équipes qui m'aident. Et puis après, on a fondé la chaîne YouTube, qui a été un moment un peu freiné, mais qui redémarre. Et on avait 50 000 abonnés, 100 000, et maintenant 220 000. Mhm. Et là, je fais une émission 2 à 3 fois par semaine, parce que ça demande beaucoup de préparation. Il faut pouvoir suivre le rythme. Parce que si c'est pour dire faire de la politique politicienne, ça n'a aucun intérêt. Voilà, Je veux faire des émissions sérieuses. Si c'est pour aussi faire de la démagogie politique, c'est-à-dire faire des grandes annonces et puis que derrière ce soit un peu creux, c'est pas bon non plus. Pour moi, je pense que il faut que ce soit sérieux. En tout cas, c'est mon caractère. Je veux faire des choses sérieuses. Donc, j'essaye de faire 2 à 3 émissions sur YouTube, la chaîne YouTube Dupont-Aignan. Je fais une émission tous les soirs quasiment sur Facebook. Mhm. Et puis Twitter, enfin X. En revanche, je ne suis pas bon sur TikTok parce que TikTok, il faut des moyens pour avoir quelqu'un qui monte les... Je ne sais pas monter moi-même les vidéos. Et les jeunes aiment bien un peu de musique, un peu de... D'accord. Et je manque d'un collaborateur pour m'aider. S'il y en a qui m'écoutent, qui veut faire du bénévolat ou faire des stages chez nous à Debout la France, ils peuvent venir nous écrire. Voilà, il me manque des troupes là. Donc, mais c'est important parce que je vous dis, moi j'ai les statistiques toutes les semaines. La semaine dernière, j'ai fait 4 millions de vues, la semaine d'avant 5, une semaine 9, une autre semaine 3. Ça veut dire qu'il y a à peu près au moins 2 à 3 millions de Français qui me suivent tous les jours ou toutes les semaines. Mhm. C'est pas mal. Et ça permet... Alors, ça ne suffit pas. Attention, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut la télévision. Les journaux télévisés. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui voient sur les réseaux sociaux mais zappent dessus. Vous voyez ? Donc, ça peut rester superficiel. Il ne faut pas le surestimer. Mais dans notre cas, pour Debout la France, comme pour Florian Philippot ou François Asselineau, comme nous sommes exterminés par le système parce qu'ils ne supportent pas qu'on dise que l'Union européenne n'est pas bonne pour la France, comme nous avons été des résistants pendant la crise sanitaire, comme nous sommes opposés à la guerre en Ukraine, en gros, nous sommes opposés à tous les narratifs qu'on nous impose. Et bien donc, évidemment, ils n'ont pas envie de nous faire passer à la télévision. Parce qu'à chaque fois qu'on passe à la télévision, moi, chaque fois que je passe sur CNews m'envoie les statistiques, je fais 20% d'audience de plus. Ça veut dire que les gens aiment bien ce qu'on dit. Qu'ils ont envie de nous voir, mais on y est interdit. Sauf sur CNews.
Sur, l'immigration, monsieur Dupont-Aignan, vous proposez de dénoncer, l'accord, on est d'accord, hein, franco-algérien, de 1968 et de supprimer les aides aux pays refusant de, reprendre leurs, ressortissants. Ces mesures, sont-elles réalistes dans un contexte diplomatique complexe? Ça ne veut rien dire, un contexte diplomatique complexe. Pardonnez-moi, je sais que vous le faites pour poser la question. Mais ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas agir. Bien. C'est quand on vous dit qu'un problème est compliqué, Mmh. quand un fonctionnaire vous dit qu'un problème est compliqué, ça veut dire qu'il ne veut pas agir. D'accord. Et je connais par cœur, j'ai été dans la fonction publique, j'ai été maire pendant 22 ans, et à chaque fois que dans ma commune, on me disait c'est compliqué, je disais bon, d'accord, c'est compliqué, passez à autre chose, trouvez-moi une solution simple. Parce qu'il y a un moment, ça veut dire qu'ils ne veulent pas agir. Agir, oui. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais il y a quand même des leviers d'action. Et le premier levier d'action, c'est qu'on ne peut pas avoir un pays qui refuse de reprendre un trafiquant de drogue ou un terroriste et qui en plus vient quémander notre aide et nos Mmh. visas. Il choisit. Et moi, je suis alors là trumpiste. Mmh. C'est donnant-donnant. Si l'Algérie ne veut pas reprendre des délinquants multirécidivistes trafiquants de drogue qui sont de nationalité algérienne, eh bien, moi, je ne fais plus rentrer d'Algériens en France. Point. Et je vais plus loin encore. Montebourg avait proposé quelque chose de très intelligent, que je veux reprendre et je ne l'ai pas mis dans mon projet encore. C'est qu'on bloquera les renvois de la Western Union d'argent des ressortissants algériens. C'est très simple. Bien. Ouais. Vous bloquez tous les renvois d'argent dans les pays d'origine. Ça n'a pas été déjà proposé, ça? Arnaud Montebourg avait proposé ça et ça a fait un tollé à gauche et le pauvre, il en a été victime. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de moyens se trompent. D'accord. Il y a toujours des moyens. Après, il y a des risques, bien évidemment. Ouais. Il y a un bénéfice-risque. Monsieur Macron estime, et je crois que c'est faire insulte aux Algériens de France, Monsieur Macron estime que si on fait ça, il y aura une révolte des Algériens en France. Parce que c'est pour ça qu'il a peur de la révolte des Algériens. Eh bien, moi, je pense que c'est une insulte aux Algériens, parce que les Algériens qui sont en France, il y a des voyous, bien sûr, mais il y a aussi des gens honnêtes. Et ces gens honnêtes, s'ils sont en France, c'est parce qu'ils ont quitté l'Algérie, si mal gérés, des militaires algériens. Mmh. Donc, ce ne sont pas des soutiens du régime algérien. Les Algériens qui sont en France, s'ils sont en France, c'est qu'ils n'aiment pas trop vivre en Algérie quand même. Et d'ailleurs, je dis toujours que ça m'étonne d'ailleurs que personne ne dise, je l'ai dit qu'une fois à la télévision sur France 2, j'ai pu être invité. J'ai dit, mais si ces jeunes qui ont un drapeau algérien sur les Champs-Élysées et qui cassent nos voitures sont si malheureux en France, mais moi je leur offre un billet pour l'Algérie. Parce que s'ils font ça à Alger, ils sont en prison pour 10 ans. Ça va vous coûter cher, hein? Oh non, ça nous coûtera beaucoup moins cher que de les garder en France. D'accord. Beaucoup moins cher. Mais parce que s'ils font ça en Algérie, mais ils ont 10 ans de prison. Oui. Et pourquoi ils le font chez nous? Et s'ils sont si malheureux en France, mais qu'ils repartent dans leur pays. C'est ce que beaucoup de personnes, dont nos auditeurs, Mais pourquoi on n'ose pas le dire? Et encore une fois, moi je n'ai pas peur des Algériens de France, parce que j'en connais dans ma ville, qui sont très bien, et qui m'expliquent, mais comment pouvez-vous être aussi faible? Et qui sont d'ailleurs les premières victimes de l'amalgame qu'il y a entre les voyous algériens qui cassent les voitures et eux qui travaillent dans notre pays, qui l'aiment et qui ont quitté l'Algérie parce qu'ils ne supportaient plus ce régime qui a détruit tout ce qu'on a laissé. On a laissé un pays avec des richesses, tout a été détruit. Et vous avez une caste qui pille le pays et qui profite des ressources du gaz et qui ne développe pas son pays. Et les Algériens s'en vont d'Algérie. Et ils viennent en France. Et après, c'est une histoire de fou. Donc là, il y a un moment, il faut prendre des mesures proportionnées, mais fermes. Et annoncer la couleur. Voilà. Alors je vois que Bruno Retailleau veut le faire, mais qu'il ne le fait pas. Donc à ce moment-là, pourquoi il reste dans ce gouvernement? Voilà. Mais vous lui demanderez si vous l'interviewez un jour. Vous avez appelé à déployer l'armée aux frontières pour lutter d'ailleurs contre l'immigration clandestine.
Comment conciliez-vous cette proposition avec les libertés, fondamentales et les obligations internationales, de la France? Alors, deux choses. D'abord, Schengen permet de contrôler les frontières pendant une période donnée, en cas Mmh. d'urgence. L'Allemagne le fait depuis 1 an. Mmh. L'Allemagne vient de rétablir les contrôles aux frontières à la frontière polonaise. Donc c'est curieux, l'Allemagne le fait, mais nous, on n'aurait pas le droit de le faire. Bon. Deuxièmement, que ce soit des douaniers ou l'armée, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des autres. Moi, pourquoi je veux mettre l'armée? Parce que je pense que l'armée, dans nos quartiers, dans nos cités, ne serait pas utile. On ne va pas tirer avec un char contre un immeuble. Et donc, je voudrais, comme on a un manque d'effectifs, Mmh. que l'armée tienne nos frontières et nos postes de douane et que ça permette de dégager des effectifs pour aller faire une opération main propre dans tous les quartiers de France et nettoyer tout ça. Et pour ça, il faut des effectifs, il faut raisonner. Et donc, il faut et moi, si j'arrivais au pouvoir, je ferais un état d'urgence. Et je prendrais quartier après quartier, avec les forces nécessaires, pour fouiller toutes les caves, prélever toutes les armes, saisir tous les trafics de drogue, arrêter les personnes, etc. Une opération de remise en ordre. Bah, c'est une de vos priorités, d'ailleurs. Oui, mais ça ne viendra pas comme ça. Ça viendra s'il y a un plan bien établi, progressif, organisé. Et pour ça, il faut dégager des forces. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que ça serait beaucoup plus raisonnable que l'armée garde les frontières et que les douaniers, les policiers, les gendarmes, la PAF soient tous mis sur les quartiers difficiles qui sont des enclaves de non-droit et des zones de narcotrafiquants. Et il va falloir... et notamment les ports. Je veux mettre l'armée dans les ports. Parce qu'au Havre, par exemple, vous avez des dockers corrompus qui ont touché beaucoup d'argent des narcotrafiquants. Entre autres, oui. Et il y a eu Mmh. un article aujourd'hui où il y en a un qui a été libéré, qui a été condamné à 8 ans de prison Mmh. et qui a été libéré, voilà, et qui explique très bien que il a gagné beaucoup d'argent, 4 millions d'euros des narcotrafiquants, et il est libre. Sympa la France. Formidable. En 2017, vous avez soutenu, la théorie du grand remplacement, ce qui a suscité des controverses. Comment clarifiez-vous votre position aujourd'hui et comment répondre aux accusations de racisme, hein, ou de complotisme, hein? J'ai pas du tout. D'abord, j'ai pas. J'ai dit un truc très simple. J'ai dit. J'avais fait un tweet qui disait. Il y avait les chiffres. Il y avait les chiffres de l'INSEE et la population étrangère qui arrivait en France était supérieure aux naissances. Mmh. Et j'ai simplement osé faire un tweet qui a suscité un tollé général, dire à partir du moment dans un pays, la croissance migratoire est supérieure à la croissance naturelle des naissances, j'appelle ça un remplacement. Je n'ai même pas parlé de grand remplacement, j'ai dit le remplacement est en marche. Un truc comme ça. Oui, 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 c'est ça. Je ne vais plus pouvoir retrouver. Bah, c'est un fait. Alors, et j'ai d'ailleurs dit, on peut l'appeler grand, latent, petit, progressif, mais c'est un remplacement. Je maintiens, c'est un remplacement. Et alors le terme grand remplacement fait peur, alors on peut dire le remplacement progressif. Bon. Mais moi, la seule chose que je regarde, c'est ce chiffre. Si vous regardez chaque année l'excédent des naissances par rapport au décès, pour la première fois on a un excédent de décès, Mmh. et que vous voyez le solde naturel entre les gens qui arrivent et ceux qui partent, Oui. vous savez, un chef d'État, il devrait avoir sur son bureau un tableau de bord, comme un pilote d'avion, avec quelques données fondamentales. Le déficit budgétaire, les recettes, les dépenses. Le nombre d'emplois créés dans l'industrie chaque année. Les usines qui ferment, celles qui ouvrent. Mmh. Vous voyez ce que j'appelle des indicateurs. Le niveau des écoliers PISA mondial. Où on est, est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on monte? Enfin, je veux dire, il y aurait quelques chiffres majeurs à mettre et voir ce qui se passe. Et ben, quand un pays voit ses naissances diminuer, inférieures aux décès, et que le solde naturel augmente, et que ce solde naturel vient principalement d'Afrique, et d'Afrique noire, ça s'appelle un remplacement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les individus en soi sont tous méchants, mauvais, et qu'il faut... c'est un fait. Et à partir de là, il faut en tirer des conséquences. La conséquence, c'est qu'il faut faire remonter la natalité, c'est qu'il faut avoir une politique de santé publique et éviter de tuer les gens dans les maisons de retraite comme ils l'ont fait pendant la crise Covid,
où ils ont mis un médicament qui a tué plusieurs milliers de retraités dans une indignité abominable. Il faut éviter l'euthanasie, peut-être, puisque le seul bilan de Macron de son deuxième quinquennat, ce sera le vote sur une loi qui veut tuer les Français. Et il faut, le sol migratoire, veiller à absolument le maîtriser, c'est-à-dire diminuer le nombre d'entrées, sélectionner ceux qui rentrent et expulser ceux qui sont des dangereux individus. Est-ce que c'est choquant ce que je vous dis ? Non. Tous les pays le font. L'Algérie le fait, hein. Ah oui. Le Maroc le fait, Israël le fait, le Japon le fait, la Russie le fait, tous les pays d'Afrique le font. Je vais vous raconter une anecdote. Un soir, j'étais boulevard Saint-Michel à minuit, je rentrais de l'Assemblée, et il y a un monsieur qui m'apostrophe. Il me dit « Bonjour monsieur, je suis ivoirien en vacances à Paris. J'aime bien ce que vous dites. On vous écoute beaucoup en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux. Vous savez que la deuxième ville qui m'écoute, c'est Dakar, et après, je crois, Abidjan, après Paris. D'accord. Donc, c'est impressionnant. Et il me dit, vous avez raison, et il me donne un exemple extraordinaire. Il me dit, monsieur Dupont-Aignan, prenez un exemple à la télévision. Nous, en Afrique, le chef du village, quand il y a un étranger qui arrive dans notre village, on le prend sous la case du chef de village, et on l'accueille, on lui dit, si tu te comportes bien, nous te garderons dans le village. Si tu te comportes mal, nous te chasserons de notre village, parce que tu n'es pas de notre village. Et la moindre des choses, c'est que tu fasses un effort. Et il me dit avec un ton incroyable, Monsieur Dupont-Aignan, pourquoi vous n'expliquez pas à la télévision que la France, c'est un village, et que vous êtes le chef de village, et que c'est quand même le devoir des Français de défendre leur village, et de choisir qui rentre chez eux. Et il dit, moi, si je dis ça en Afrique, dans mon village, je ne suis pas raciste. Pourquoi vous seriez raciste ? Eh bien, il a fallu que ce soit un Ivoirien qui me défende. Oui. Eh oui, mais à partir du moment où les petits bobos parisiens m'accusent de racisme, quand je veux simplement que mon pays fonctionne et que d'ailleurs les étrangers qui sont en France soient intégrés correctement, heureux d'être en France et qui ne vivent pas dans la crainte d'être perçus comme un mauvais Français, comment voulez-vous qu'on y arrive ? Mais la réception aussi de ce qu'entendent les Ivoiriens ou les Sénégalais n'est pas la même qu'ici. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, on nous accuse scandaleusement, parce que c'est blessant d'être accusé de racisme. On est tous sauf racistes. Oui, non, mais parce que ceux qui sont des vrais racistes, ce sont ceux qui maintiennent des populations étrangères en esclaves chez nous. Je ne sais pas si vous aviez vu cette porte-parole du gouvernement qui disait « Ah bah oui, mais on peut pas on peut pas réguler l'immigration parce que qui va livrer nos repas ?» Donc en fait, ils ont créé une main-d'œuvre d'esclavage pour avoir bonne conscience. Ils ont bonne conscience et ils ont une main-d'œuvre esclave. C'est pas digne pour les étrangers qui sont chez nous. Et puis, c'est pas digne pour les Français qui payent. Ou les étrangers qui payent d'ailleurs avec leur cotisation sociale quand ils travaillent. Par exemple, il y a une mesure que je veux supprimer tout de suite, c'est qu'il est inadmissible que des personnes âgées aient le minimum vieillesse en France quand elles n'ont jamais cotisé en France. Oui. Vous savez qu'une personne qui est depuis 10... Il faut être 10 ans en France. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à 55 ans en France, de l'étranger, qui n'a jamais cotisé en France, qui reste par exemple en France 10 ans, peut demander le minimum vieillesse à 65 ans. Et elle aura plus qu'un retraité au SMIC qui a travaillé 40 ans au SMIC. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. Il n'y a pas un pays au monde qui donne une retraite à des gens qui n'ont jamais cotisé dans le pays. Et ce n'est pas être raciste que de le dire. Voilà. Vous critiquez, ça, je ne pense pas que ce soit une grande surprise, la politique économique d'Emmanuel Macron, notamment sur la hausse des impôts, comme la TVA. Quelles sont vos propositions pour relancer le pouvoir d'achat et soutenir les entreprises françaises face à la concurrence mondiale ? Alors là, c'est une tellement grande question. D'abord, il y a deux choses. Oui. Il faut s'occuper des dépenses. Vous, dans votre budget, quand on a un problème, on s'occupe de ses dépenses et de ses recettes. Donc, il faut jouer sur les deux. Les dépenses, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Où va le pognon » aux éditions L'Archipel. Vous avez toutes mes recettes, qui sont des recettes de bon sens. Supprimer la dotation à l'Union européenne, 16 milliards l'année prochaine, c'est énorme. Supprimer les fausses cartes vitales, 15 milliards. Supprimer les aides à l'immigration, 10 milliards.
arrêter l'aide à l'Ukraine, 15 milliards, on a payé. Donc les 40 milliards, on les a. De tout l'argent qu'on verse à l'étranger, sans faire souffrir les Français. Donc on peut déjà réduire les dépenses. Et puis, il faut augmenter les recettes surtout. Parce qu'en fait, le déficit budgétaire est lié plus à l'effondrement des recettes liées aux délocalisations, aux charges trop élevées sur nos entreprises. Donc je veux baisser les charges, mais uniquement sur celles qui relocalisent en France. D'accord. Parce que François Hollande a baissé les charges pour toutes les entreprises, mais même celles qui délocalisent. Donc moi, je veux arrêter ça. Je veux qu'on baisse les charges uniquement de ces entreprises qui investissent en France. Et enfin, dernier point, moi je pense, comme Donald Trump, qu'il faut des droits de douane. Parce qu'on ne pourra pas lutter, par exemple, contre les voitures chinoises qui sont subventionnées en Chine. Donc s'il n'y a pas de droits de douane, donc ça fera des recettes budgétaires en plus. Alors il ne s'agit pas d'en mettre trop, il faut en mettre à bon escient, mais il faut mettre des droits de douane. Voilà. Et je ferai campagne sur un protectionnisme. J'allais justement vous en parler, vous proposer justement, je reprends votre terme, un protectionnisme intelligent Oui. avec des droits de douane nationaux. Comment éviter que cela n'entraîne une hausse des prix pour les consommateurs français ou des représailles commerciales? Alors deux choses. Bien sûr qu'il peut y avoir le risque d'une hausse des prix, mais justement, les consommateurs français achèteront moins de produits étrangers. Et de toute façon, il n'y aura pas une hausse de prix si forte, on le voit aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ceux qui se gavent de marge, les importateurs, vont réduire leur marge. Parce que c'est tellement facile d'aller exploiter des Bangladesh, des Bengalis ou des Vietnamiens en faisant venir en France une chaise, par exemple, qui va leur revenir 10 € et qui vont vendre 70 €, alors que s'ils la faisaient fabriquer en France, elle coûterait 40. Mais si on met une taxe, ils réduiront leur marge. Donc ça ne va pas augmenter autant les prix que ça. Ça va simplement permettre de redonner des intérêts, un intérêt à produire en France. Ça va limiter l'intérêt d'aller chercher à l'étranger des produits. Donc, il faut faire des taxes compensatrices, des droits de douane. Il faut le faire, bien sûr, à bon escient. Il ne s'agit pas de le faire partout. Il y a des domaines où par exemple, on a besoin d'importer, où on ne peut pas reproduire tout de suite, donc ça ne sert à rien. Il y en a qui sont géniaux là-dessus, qui ont tout expliqué. C'est la Corée du Sud, c'est le Japon, c'est Singapour. Ils ont fait des droits de douane à la carte. Singapour, petit pays de, je ne sais pas combien d'habitants, 5 millions, 7 millions, il faudra vérifier, a réussi à développer une industrie par des droits de douane. Oui. Ils faisaient des droits de douane au début, à la croissance de l'industrie, et puis quand elle était mature, ils les diminuaient. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un protectionnisme qui avachit la France, qui fait qu'on se protège derrière des barrières illusoires. Pour moi, c'est un protectionnisme de combat. C'est un protectionnisme de sauvetage et de combat. D'accord. C'est-à-dire que c'est normal que, c'est un peu comme un petit poussin, il est protégé dans son nid. Et puis quand il a des ailes, il peut voler. Et puis ça évite la concurrence déloyale. Donc il faut jouer de ça. Mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et il faut le faire au niveau national et européen. Si les Européens ne veulent pas faire avec nous, on le fera au niveau national. Donc ils seront bien obligés de le faire avec nous. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on ne va pas pouvoir exporter nos vins, nos machins et tout. Sauf qu'on a un déficit commercial colossal. 80 milliards d'euros, dont 50 milliards avec la Chine. Oui. Donc, par exemple, moi, si j'étais au pouvoir, je mettrais des droits de douane sur la Chine. Je ne mettrais pas des droits de douane sur les pays où on a un excédent. Quand vous avez un déficit, le droit de douane ne peut qu'être productif. Parce que l'autre n'a pas intérêt à riposter. Et s'il riposte, vous ripostez, ce que fait très bien Trump. Trump a très bien compris. Et les ânes d'Européens, ce sont des ânes. Les ânes d'Européens sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais celui qui est en déficit a intérêt à des droits de douane pour corriger le tir. Attention, ces droits de douane, c'est de la dynamite. Il ne faut pas non plus la manier avec excès. Parce que sinon, vous donnez un faux confort à vos industries. Donc il faut être prudent. Mais il y a de la marge. Donc moi, je suis pour qu'on mette des droits de douane raisonnables. Par exemple, aujourd'hui, je mettrais des droits de douane immédiats sur les voitures chinoises électriques qui sont subventionnées, qui vont ruiner l'automobile européenne. Et si les Européens ne veulent pas le faire, on le fait au niveau de la France.
Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste 5 minutes. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Vous parlez d'un électrochoc démocratique et indépendantiste. Quel est le message clé que vous souhaitez adresser aux Français pour les convaincre de vous suivre en 2027, hein? Sur Radio Courtoisie, vous vous adressez, excusez-moi, à un public souvent sensible aux idées souverainistes. Quel rôle le numérique peut-il jouer pour mobiliser ses électeurs et contrer la censure ou la désinformation dont vous accusez parfois les médias voire Très simple. mainstream? D'abord, l'essentiel, c'est le fond. Je veux une France libre. Point. Et je dis à ceux qui m'écoutent, le vote dit utile est apparu inutile. Et donc, souvent, j'ai des gens dans la rue qui viennent me voir en me disant « Ah, on aimerait bien voter pour vous, mais vous êtes qu'à 3%. » Ben oui, mais c'est les sondages qui sont faits pour vous empêcher de voter pour moi. Votez en fonction de votre cœur. Et un vote, si vous voulez une France indépendante, plus j'aurai de voix, plus vous êtes sûr que les partis avec lesquels on fera affaire peut-être au second tour, vous respecteront l'indépendance. Mais si le seul candidat qui veut l'indépendance, vous le laissez à 3%, vous êtes sûr que les partis ne feront jamais l'indépendance. C'est un rapport de force. Donc, votez pour vos idées. Voilà. Ne regardez pas les sondages, donnez de la force à vos idées. Et vous ferez contrepoids aux forces d'abandon. Deuxième point sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, X, YouTube, et partagez. Faites un réseau le plus large possible pour déjouer la censure. Et puis, dernier point, aidez financièrement ceux qui se battent. Vous faisiez un appel tout à l'heure pour Radio Courtoisie, vous avez bien raison, parce que si Radio Courtoisie n'existait pas, où est-ce qu'on pourrait s'exprimer ? Non, il faut aider Radio Courtoisie financièrement. Il faut aider les partis politiques qui partagent vos idées. Évidemment, je préfère vous aider Debout la France, mais il y en a d'autres. Il ne faut pas être... et parfois, si chacun donnait 1 euro... Vous voyez, j'ai lu un sondage où il y avait 19% des Français qui souhaitaient que je sois candidat. C'est quand même énorme. J'en étais moi-même surpris. 19%, c'est 7 millions. Et je me disais, mais si chacun donnait 1 euro, j'aurais les moyens de faire campagne. Quand vous pensez que j'ai regardé les comptes 2022, moi j'ai fait campagne avec 800 000 euros, comme M. Lassalle. Madame Pécresse a eu 13 millions d'euros. Madame Hidalgo, que j'ai battue, qui était derrière moi, a eu 3 millions d'euros. Monsieur Jadot, écologiste, 5 millions. Mais ils ont trouvé où cet argent ? Qui leur a donné ? Leurs militants, des intérêts. Et ces candidats arrivent, Monsieur Macron, 16 millions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un pouvoir de l'argent. Et le seul moyen de contrer le pouvoir de l'argent, c'est des mini-dons. Parce que je sais, les temps sont durs. Les gens n'ont plus d'argent. Donc moi, je n'ai pas la volonté de dire aux gens, donnez-moi de l'argent, c'est pas bien. Mais donnez de l'argent Debout la France, mais si chacun donne 1 euro, c'est petit, mais 1 euro, on peut le faire. Eh bien, je veux que les Français se réveillent. Voilà. Qui se disent, perdu pour perdu, puisque le pays est foutu, là. Il faut aider ceux qui vont vouloir vraiment le relever. C'est tout. Et il faut s'en donner les moyens. Et la masse humaine peut le faire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de l'Inde. Je vais vous surprendre peut-être, Gandhi. J'ai beaucoup d'admiration. J'ai toujours été fasciné par ce personnage parce que, à la différence de Mao, il a quand même tué de moins de monde. Gandhi a quand même fait l'indépendance de l'Inde, ce continent, par une démarche non violente de conviction et d'amour et de bienveillance. C'est étonnant. Dans l'histoire des hommes, c'est pas si fréquent. Quand même. Hein ? Alors, l'histoire de Gandhi est plus si certain. Je suis certain qu'il y a des auditeurs très cultivés sur Radio Courtoisie qui diront oui, mais Monsieur Dupont-Aignan, attention, Gandhi, c'était pas si simple, c'est pas l'image d'Épinal. Enfin bon, ce qui est un peu vrai. Mais il reste quand même que par la force de l'âme, il a pu lever un peuple. Et c'est pas un petit peuple, l'Inde. Non, et j'ai envie de dire aux Français, mais et vous ? Vous allez continuer à ronchonner dans votre coin et à vous abstenir ? C'est pas possible. Voilà. La France mérite mieux. Je suis convaincu que les Français peuvent devenir des ferments de résistance. Voilà. Bon, voilà. J'y crois. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle donc que vous êtes président de Debout la France.
J'espère que nous aurons l'occasion de Mais moi, je vous remercie de votre invitation parce que les radios libres, c'est pas si fréquent. écoutez, avec plaisir. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute, de Radio Courtoisie. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À bientôt pour un nouveau libre journal du numérique et encore merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous, cher monsieur.